Bonjour à nos 4 participants et merci d'être là. Donc cette table ronde s'intitule Financement de la tech, enfin le rebond, point d'interrogation. Après 2 années d'euphorie post-Covid, les levées de fonds ont baissé consécutivement en 2023 et 2024 pour tomber sous les 8 milliards d'euros, levés par les startups françaises, bien sûr. Dans le même temps, les défaillances ont bondi de près de 50% entre 2023 et 2024, selon les chiffres de la plateforme ScaleX Invest. On a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui a une vision d'ensemble sur tout cet écosystème et tous ces chiffres, Denis Baux, premier sous-gouverneur de la Banque de France. Donc je me tourne vers vous. Peut-être pourriez-vous nous éclairer un peu sur cette situation et peut-être en l'objectivant par des chiffres. Bonjour, volontiers, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste 2 mots sur les liens qu'entretient la Banque de France avec les startups, l'écosystème de la tech. On a développé ces liens à travers 2 activités. La première consiste à accompagner les startups dans leur recherche de financement. La deuxième activité, c'est nous procédons à une évaluation de la situation financière des startups à travers une cotation qui est adaptée pour les startups. Et nous appuyons pour mener ces activités sur un réseau de correspondants, de collaborateurs spécialisés. Alors ça nous permet, ça va me donner la transition pour répondre directement à votre question, tous les ans de publier une étude sur la situation financière des startups. Alors, on est au début de l'année 2025, donc je ne peux pas encore vous délivrer tous les résultats pour l'année 2024, puisqu'on publiera cette étude au mois de septembre. Mais donc, pour le besoin de cette table ronde, j'ai regardé quelles étaient les premières tendances qu'on pouvait identifier. Et message que je voudrais partager avec vous, c'est que l'année 2024 s'est inscrit très largement dans la tendance de 2023 avec 3 évolutions marquantes. La première qui se poursuit, la première c'est une augmentation modérée du risque de défaillance qu'on mesure à travers l'évolution de nos cotations qui en fait mesurent le risque de défaillance à un horizon de 1 à 3 ans. Deuxième tendance, c'est une hausse des défaillances qu'on observe effectivement. Mais je dois dire que les chiffres que l'on a montrent que cette augmentation demeure contenue. Elles ne sont pas de l'ordre du chiffre que vous citiez. On a une augmentation des défaillances de l'ordre de 13%. Et pour donner un élément de référence, la croissance des défaillances de l'ensemble des entreprises pour l'année 2024, c'est 17%. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un taux de sinistre dans l'écosystème des startups qui est supérieur. Au contraire, il est plutôt inférieur. Troisième tendance, c'est la poursuite, et vous l'évoquiez à travers les chiffres de levée de fonds, poursuite de la normalisation à la baisse du montant des levées de fonds. Mais je dirais, il faut avoir en tête que l'année 2022 a été une année exceptionnelle en termes de levée de fonds, et qu'en fait on revient vers une situation qui prévalait avant 2022 et avant le Covid. Ça ne veut pas dire que ces levées de fonds sont à la mesure des besoins, mais ça permet de relativiser un peu les évolutions. Voilà pour vous livrer en substance les principaux messages. Merci. Maya Noël, donc vous êtes directrice de France Digital, vous représentez donc les startups et les fonds d'investissement capital risque. Peut-être vous laisser réagir aux propos et aux chiffres avancés par Denis Baux et à la tendance. Oui, on avait eu l'occasion d'en parler avant que j'ai ces chiffres-là. Il y a eu des études qui sont sorties récemment qui parlaient d'un énorme taux de défaillance, d'une croissance du taux de défaillance. Et je pense que c'est important de remettre un peu les choses au clair sur ce qui se passe aujourd'hui dans cet écosystème-là. Effectivement, on a connu une période 2021-22 assez exceptionnelle
avec des valorisations très très élevées, et donc beaucoup d'argent injecté, parce qu'il faut quand même qu'on se rappelle qu'on était à une époque où les valeurs tech sur les marchés boursiers étaient devenues des valeurs refuges. On a tous cru à un moment qu'on allait tous vivre dans le digital en permanence. Donc il y a cette période assez particulière, avec aussi la mise en place de prêts garantis par l'État. Voilà, donc il faut remettre ça dans le contexte. Pour dire quoi? Que sur les levées de fonds, effectivement, on voit une baisse depuis 2023-2024, qui s'explique par en fait déjà un retour à la normale par rapport à ce qu'on a connu précédemment, et que si on regarde la courbe sur plus de 10 ans, en fait, on reste toujours en haut des montants levés, plus de 8 milliards, aux alentours de 8 milliards. Ça, c'est le premier point. Et donc, ce qui me rassure dans ce que vous dites, c'est que le taux de défaillance, déjà, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur dans les startups. Il faut se rappeler que c'est des entreprises. On parle de capital risque pour le financement, donc c'est effectivement les entreprises où il y a de fortes chances que le projet n'aille pas forcément au bout et qu'on ait des défaillances d'entreprise. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme et pas se dire que c'est un échec si des entreprises ne fonctionnent pas. Le sujet, c'est de réussir à avoir des défaillances dans les premières années de vie et pas à un moment où l'entreprise est arrivée à une taille de marché stratégique avec énormément de salariés, une position intéressante sur le marché. Là, je pense que c'est des entreprises qu'il faut pouvoir continuer de soutenir. Mais ces chiffres-là ne me font pas peur. Je pense qu'ils s'expliquent aussi s'il y a une légère hausse par justement la fin de PGE qui ont peut-être retardé la défaillance de certaines entreprises. Et pour les montants levés, voilà, je pense qu'on est sur un écosystème assez résilient. On a aujourd'hui beaucoup plus d'investisseurs qu'il y a 10 ans, avec des poches qui sont quand même relativement profondes. Maintenant, la question qui se pose dans notre écosystème, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à passer justement cette barre, ce plateau des 8 milliards, à réussir à avoir plus de financement, à aller au-delà des séries B en France et pouvoir, nous aussi, avec des investisseurs français et européens, mettre de l'argent dans le capital risque. Donc, on a plein de propositions, mais c'est pour dresser le premier bilan. Donc, ces chiffres ne m'étonnent pas. C'est assez cohérent avec la situation dans laquelle on est. Et on peut ajouter à cela, dernier point, le cycle économique actuel fait qu'il est très compliqué de naviguer et que du coup, il est très difficile d'avoir de nouveaux clients. Et c'est vraiment ça qui pêche. Au-delà du financement, je pense que c'est surtout trouver de l'argent chez des clients. En ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, start-up comprise. On reviendra tout à l'heure sur les solutions et les propositions. Je me tourne maintenant vers vous, Mathias Fonlupt, de la start-up Entente. Donc vous avez inventé un procédé pour valoriser la chaleur fatale en la transformant en électricité. Vous avez validé votre premier POC en 23 et votre objectif de production en série, c'est 2028. J'évoque ces chiffres pour montrer en fait que avant même de commencer la commercialisation, il va falloir faire vivre cette entreprise. Il a donc fallu lever des fonds. Votre entreprise est installée à Marseille. Vous me voyez venir. Commencer quand on est une start-up qui a besoin de lever des fonds pour vivre un certain nombre d'années avant de trouver un business model. Comment on fait? Comment ça se passe concrètement? Surtout quand on ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà. Écoutez, merci à tous et enchanté de vous rencontrer. Chez Entente, pour revenir très rapidement sur ce qu'on fait, donc on crée une machine qui permet de transformer la chaleur perdue par les industries en électricité, donc ce qu'on appelle la chaleur fatale, et nous on a une spécialisation sur la très basse température, à partir de 60 jusqu'à 150 degrés, chaleur qui n'était pas vraiment récupérable jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, Marseille, pour nous, ça a été une chance. Alors c'est vrai, on pose souvent la question de l'écosystème parisien qui est très fourni et dans lequel on retrouve vraiment absolument tout. Je pense que c'est sa force. Nous, à Marseille, je pense que notre écosystème, il compense par son soutien. En fait, il y a vraiment un soutien des acteurs économiques, à la fois dans le mode du financement, mais également dans les startups. Et tout cet écosystème a tendance à s'auto-soutenir et marche vraiment dans une relation de confiance. Et c'est ce qui fait qu'au final, même si on pourrait se voir un peu comme un territoire isolé, on reste un territoire assez fort et assez moteur. J'avais envie de citer forcément nos partenaires du début. Hein. Nous, on a le Crédit Agricole Alpes-Provence qui est intervenu très tôt à notre capital et avant même le capital par des prêts d'honneur. BNP, ça sera à vous, je crois, juste après. Nous, on est accompagné par le Paul Way, également très vite soutenu. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans ces acteurs locaux. Et puis, au final, est-ce qu'on reste vraiment en région? Non. Nous, sur notre première levée de fonds en 2021, donc j'ai écouté quelques autres boîtes, on est très vite lauréat des grands concours d'innovation, ILEA, Binov, pour ne citer que.
Ça nous a aidé à avoir accès finalement à ce réseau national. On a du coup des financeurs. Allô. Ouais. On a des financeurs locaux qui sont forcément, j'en parlais, Crédit Agricole. On a également des financeurs lyonnais. Donc nous, très récemment, on a pris au capital Team for a Planet, qui est un fonds d'investissement un peu novateur. Voilà, on parlait de réinventer le modèle économique du financement. Team for a Planet, je pense, en est un. On a également fait intervenir des réseaux Business Angel et des fonds de Business Angel, des réseaux lyonnais et des réseaux parisiens. Donc on est français au sens large. Merci. Clotilde Kilichini, je me tourne vers vous maintenant, donc directrice de la clientèle entreprise de BNP Paribas. Comment est-ce qu'une banque, c'est une entreprise aussi, mais comme la BNP, travaille avec l'écosystème French Tech? Quelles solutions est-ce que vous leur apportez, les startups? Alors d'abord, dès le départ, on a eu conscience qu'il fallait travailler en écosystème. Effectivement, avec les fonds de capital risque, avec BPI, avec les écosystèmes locaux régionaux. Et je vous rejoins, dans les régions, on peut être identifié aussi très très vite. Donc ça, c'était un premier constat. Le deuxième, c'était de comprendre qu'il fallait des banquiers, comme je le disais tout à l'heure, un peu différents, avec une culture plus technique. On le voit bien, les gens qui ont reçu des prix, certains métiers ne sont pas faciles, comme le vôtre, à appréhender. Donc voilà, ça c'était une partie de la réponse. Aujourd'hui, c'est 65 banquiers partout en France, dans les 16 métropoles régionales. Et donc on leur apporte, nous, tout ce que c'est faire une banque internationale. Je précise internationale parce que souvent, très vite, les marchés adressés sont des marchés à l'international. Donc nous, on leur ouvre notre réseau. On les accompagne dans leurs besoins quotidiens, mais aussi on leur met à disposition nos équipes de marché de capitaux, parce que là aussi, très vite, le financement par les marchés de capitaux est quelque chose qui doit se regarder. Et puis, au-delà de ce que fait la banque du quotidien, il y a ce que nous faisons. Donc, nous avons une équipe, une filiale qui s'appelle BNP Paribas Développement, qui fait plutôt du capital développement, plutôt quand vous avez déjà des commandes. Mais avant, BNP Paribas est un investisseur significatif dans différents fonds dédiés tech. On investit plus de 120 millions d'euros en tant que LPs pour pouvoir accompagner en early stage les très jolis projets. Merci. Derrière le financement des entreprises, il y a évidemment un enjeu de mobilisation des capitaux. Je me tourne de nouveau vers vous, Denis Baux, et puis peut-être aussi Maya Noël d'ailleurs. Sur un plan plus institutionnel, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour inciter cette mobilisation? Alors, beaucoup de choses, certainement. Peut-être juste un mot sur le constat et l'objectif qu'on peut poursuivre. En fait, le constat, c'est qu'on a une épargne très abondante en France et en Europe. Et la part de cette épargne qui est orientée vers les investissements à risque, quand on fait des comparaisons internationales, on observe qu'elle est plus faible en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, qui est le benchmark. Donc l'objectif, c'est d'accroître la part de cette épargne qui s'investit en capital risque et dans les investissements à risque. Alors il y a un grand projet européen qui a cette ambition. Ça s'appelait l'Union des marchés de capitaux. Ça s'appelle désormais l'Union pour l'épargne et l'investissement, qui comprend un ensemble de mesures. Donc malheureusement, il n'y a pas une mesure qui permettrait de résoudre ce problème. C'est un ensemble, une combinaison de mesures. Parmi les mesures que nous semble important, c'est de favoriser la contribution des investisseurs institutionnels dans les circuits du financement du capital risque. Aujourd'hui, quand on compare toujours avec les États-Unis, leur part est 2 fois plus faible que les investisseurs institutionnels aux États-Unis. Comment faire? Il y a un certain nombre de leviers. Un des leviers, c'est de créer des partenariats publics-privés avec des fonds qui permettent d'associer différentes catégories d'acteurs et d'attirer des investisseurs institutionnels. Un autre levier qu'on cite parfois, c'est le levier réglementaire. Il se trouve que quand on fait des comparaisons internationales,
c'est les incitations réglementaires sur les assureurs et les banques, par exemple, ont été revues au cours des dernières années. Et ce n'est pas cet élément-là qui explique la différence avec les États-Unis, par exemple. Donc les solutions sont certainement à trouver dans d'autres domaines. Il me semble que Maya, France Digital, a des propositions dans ce sens pour mobiliser l'argent des fonds institutionnels. Oui, parce que je suis complètement alignée avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, on a beaucoup d'épargne en Europe. Une épargne qui peut être placée dans les produits qui sont au final assez peu risqués. Paradoxalement, d'ailleurs, cette épargne, elle ne sert pas toujours à financer des projets européens, parce que quand on regarde les classes d'actifs dans lesquelles investissent notamment les banques, on a aussi beaucoup de produits qui permettent de financer des projets outre-Atlantique. Donc c'est un peu le paradoxe qu'on peut avoir. Et nous, pour financer notre innovation en France, du coup, on se retrouve en France ou en Europe, on se retrouve avec des fonds de pension américains qui, eux, prennent des risques et qui viennent investir dans l'innovation. Et le sous-jacent de tout ça, il y a un investisseur qui m'avait dit récemment, paradoxalement, investir dans le risque, c'est ce qu'il y a de moins risqué sur le long terme. Parce que c'est là où on aura le meilleur retour sur investissement. Et il faut que nous, on arrive à avoir cette mentalité-là en Europe. Donc l'Union des marchés des capitaux ou l'Union pour l'épargne européenne, c'est un grand sujet, un peu un serpent de mer depuis longtemps, mais le but c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rendre ça véritablement concret. Il y a une action qui a été mise en place en France en 2019, qui était l'initiative TIBI, qui était vraiment un tour de table des financeurs institutionnels, des banques, des assureurs, pour leur dire en fait, il faut que tous ensemble, on prenne le risque d'investir dans le capital risque. Et si on le fait tous ensemble, ça aura nécessairement un effet d'entraînement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2019, il y a eu 6 milliards d'euros d'injectés, 3 milliards en côté, 3 milliards en non-côté, vous en faisiez partie. Et ça a un effet boule de neige, un gros effet d'entraînement qui a permis de capter énormément d'investissements étrangers. Et je crois que le rapport est de l'ordre de 6 milliards injectés pour quasiment 30 milliards de retombées derrière. Ça a été incroyable. Il y a eu un effet incroyable dans la French Tech, un essor qui nous a permis, en tant que pays, de passer devant l'écosystème allemand, de quasiment rattraper l'écosystème UK. Donc, ça a fonctionné comme initiative. On a fait un peu le tour des popotes en Europe, nous on travaille beaucoup avec nos homologues et on s'est rendu compte que l'initiative était passée un peu sous les radars. Donc on a commencé un peu à sensibiliser les autres pays. L'Allemagne s'y est mise là très récemment et en fait on se dit que si on arrivait à faire une énorme initiative TIBI européenne en allant flécher de l'épargne privée, donc ça veut dire zéro argent public, vers le capital risque, ça aura nécessairement cet effet d'entraînement. Donc voilà, c'est une des mesures possibles parmi d'autres. Je pense qu'on pourrait aussi créer des nouvelles classes d'actifs, d'un point de vue réglementaire, accepter qu'il y ait une quote-part de notre épargne qui soit mise dans le risque et plus risquée que ce qu'on a aujourd'hui comme réglementation. Mais voilà, en tout cas, je pense que cette initiative TIBI, elle est assez représentative de dire que si on s'y met tous et qu'on va chercher de l'argent privé, en fait, ça va attirer d'autres capitaux. Et il faut qu'on arrive à faire ça de manière globale au niveau européen. Merci. Mathias, je voulais vous demander, peut-être vous êtes dans la position de l'entrepreneur et vous avez un line-up idéal devant vous avec la Banque de France, la représentante des VC et des startups et la représentante de la BNP. Quel message vous aimeriez faire passer à cet écosystème du financement ? Que je suis derrière eux. Non, comment dire ? En fait, en tant que start-upper, on est conscient que l'écosystème financier actuellement, il n'est pas simple et on est les premiers à le vivre. On est les premiers à en souffrir et je pense que simplement les manières de s'en sortir quand on vit des moments difficiles, c'est de se serrer les coudes et d'y aller tous ensemble. Donc pour moi, on a la chance autour de la table de représenter différentes strates du monde économique et je pense que c'est en se mettant autour d'une table et en cherchant ensemble des solutions qu'on va pouvoir faire des choses exceptionnelles. Je pense que si on bosse chacun dans son coin à essayer de trouver des solutions depuis son point de vue, on aura peut-être un peu de mal à trouver la solution qui fit de manière globale. Parole d'ingénieur. Merci. Clotilde, peut-être le mot de la fin pour vous. Il y a pas mal de startups dans la salle. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire pour se financer Alors, d'abord, venir nous voir, être très connecté à son écosystème. Et en venant nous voir, c'est ça qu'on va faire aussi. C'est de vous accompagner dans cet écosystème. Et au-delà, je dirais que le monde actuel n'est pas simple. Et donc, je leur recommanderais également, au-delà du financement, d'être très attentif à
à la qualité de leur gouvernance, à la diversité des équipes, voilà, pour pouvoir être armés pour faire face à tous les défis. Merci.